Très content d'être là. Donc, moi, je suis Aymeric, je suis psychologue du travail de formation. J'ai aussi pas mal bossé dans les métiers du conseil chez Liège Harrison, si vous connaissez, avant de rejoindre du coup Assess First comme Head of Science. Donc, vraiment, je m'occupe on va dire, de tous les sujets scientifiques, algorithmiques et innovation liés à Assess First. Donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment ce côté intelligence artificielle dans la RH et dans le recrutement, et plus spécifiquement d'aborder trois points. Déjà, mieux comprendre ce qui est un talent et ce qui fait réellement la réussite dans le monde moderne, et je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est vraiment important selon moi de reprendre ces bases pour mieux comprendre l'IA. Deuxième point, mieux comprendre l'IA dans ce contexte, donc c'est-à-dire ce qu'on est en mesure aujourd'hui de prédire grâce à l'intelligence artificielle et aux sciences comportementales dans un contexte RH. Et enfin, s'il nous reste un peu de temps, vous parler un peu plus du futur et des sujets sur lesquels je travaille pour les années à venir. Donc vraiment, à vous apporter plus de visibilité sur ce qui pourrait arriver dans les prochaines années grâce aux évolutions récentes. En trame de fond, ce qui va aussi m'importer, et c'est aussi la vision que je défends chez Assessor, c'est un peu et si on y arrive, mais en général on y arrive, c'est vraiment de dépassionner les débats autour de l'intelligence artificielle. Comme l'a dit très bien Stéphanie en introduction, quand on parle d'algorithmie, d'intelligence artificielle, parfois ça peut être source de peur, d'appréhension, de rejet. Notamment à cause d'une association qui est encore trop souvent faite entre des fictions qui vont confondre intelligence et domination. Donc vraiment, mon but, c'est nous recentrer sur la réalité des choses, sur ce qui marche vraiment, et vous montrer, surtout dans les RH, qu'on est vraiment sur des choses aujourd'hui qui sont compréhensibles et interprétables. Premier point, donc, le talent aujourd'hui. C'est une notion, comme je disais, qui peut paraître hyper basique, mais qui est sans doute la plus importante dans tous les projets d'IA. Pourquoi? Tout simplement car si on se base sur les mauvaises données en entrée du système, donc si on entraîne les algorithmes et l'IA sur les mauvaises données, au bout, on n'aura pas de miracle. Et aujourd'hui, on voit encore trop souvent des éditeurs, des sociétés qui vont faire l'erreur de baser les systèmes d'IA sur des données qui nous ont historiquement, on va dire, servi à prendre des décisions RH. Par exemple, ça a été les diplômes, l'expérience, le CV. Le problème, c'est que continuer à définir le talent à travers ces données et les utiliser dans les systèmes d'IA, il y a deux problèmes. C'est que ces données sont très peu prédictives de la réussite future. Donc, selon les méta-analyses, l'expérience va permettre de prédire entre 1 et 3% de la réussite future. Donc, vraiment quelque chose de très, très mineur. Et deuxième point, c'est que ça reste des informations, des données qui sont hautement discriminatoires, que ça soit en termes de genre, d'origine, etc. Donc, in fine, utiliser ces données, ça va conduire à la création d'IA déjà qui sont très peu prédictives de la réussite future, en tout cas de ce qu'on cherche à prédire. Et surtout, c'est des IA qui vont contribuer à exacerber les discriminations qui sont déjà présentes dans nos métiers, dans la société. Et on a eu des cas assez récents, comme Amazon, ou encore plus récemment, on va dire des choses qui ont été appelées IA, notamment chez Meta ou autres, qui ont été, on va dire, condamnées pour avoir licencié des employés. Donc vraiment, se détacher de la croyance que l'expérience, les diplômes ou les compétences métiers, c'est le cœur de la réussite. C'est d'autant plus important aujourd'hui pour ces modèles d'IA. Et c'est encore plus important puisque on entre dans un monde, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre, qui change, s'accélère, avec par exemple l'automatisation des tâches, l'arrivée de nouveaux métiers, des nouveaux modes de travail aussi à distance. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène tout simplement à une incapacité à identifier les compétences métiers clés de demain. C'est-à-dire que personne aujourd'hui peut vous dire avec 100% de certitude quelles seront les compétences nécessaires dans 2, 5 ou 10 ans. Et du coup, face à cette incertitude, le meilleur pari qui reste à faire, c'est de miser sur les personnes, sur celles et ceux qui seront en mesure de développer les dites compétences, qui auront la capacité de le faire et aussi la volonté. Donc, de développer ces compétences quand elles seront déjà identifiées et surtout quand elles seront rendues nécessaires. C'est pourquoi, de mon côté, et de plus en plus aussi dans la communauté scientifique, et la recherche en psychologie l'a montré depuis très longtemps, on va définir le talent en expliquant que c'est, on va dire, la personnalité ou le capital psychologique au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait réellement le talent des gens, c'est l'alignement entre leur comportement et les comportements qui expliquent la réussite sur le poste.
Et cette conception, cette heuristique, elle a deux avantages que le CV n'a pas. Premier point, c'est que c'est des données qui sont hautement prédictives, avec des corrélations qui vont jusqu'à 0,51 entre la personnalité et la performance. Encore une fois, quand les critères de personnalité sont adaptés au rôle visé. Et deuxième point, c'est aussi des données qui sont statistiquement et naturellement bien distribuées dans tous les groupes de population. Donc, on va aboutir aussi à des recrutements et de la sélection plus diverses et à des pools de candidats qui seront beaucoup plus diversifiés. On a aussi de nombreuses études, par exemple, je cite souvent celle de Timothy Judge, que vous connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à lire ses écrits, qui montrent que les personnes pour qui il y a un alignement fort entre capital psychologique et ce qui fait la réussite sur le job, c'est des personnes qui seront plus performantes et aussi beaucoup plus épanouies. Alors, quand je parle de capital psychologique, ça va être trois grandes choses. Déjà, les aspects de raisonnement, c'est-à-dire comment la personne prend des décisions, comment elle apprend, quel type de tâches elle peut gérer. Chez Assess First, on a par exemple développé un questionnaire de raisonnement qui est basé sur les modèles hiérarchiques de l'intelligence et qui va cibler ce qu'on appelle le facteur G ou facteur d'intelligence générale. Deuxième élément, ça va être la personnalité, donc vraiment les comportements naturels de la personne. Le modèle le plus connu aujourd'hui, ça reste celui des Big Five. On se rend de plus en plus toutefois vers l'intégration d'une sphère humilité, modestie pour compléter le modèle. Donc nous aussi, on fait évoluer notre modèle chez Assess First pour plus se tourner vers des modèles type Exaco ou Big Five de 2022 en fait, où les auteurs initiaux du Big Five ont rajouté cette sphère d'humilité pour adapter leur modèle par rapport aux exigences de la société actuelle. Et dernier aspect, ça va être l'aspect de motivation, donc vraiment ce qui met la personne en mouvement, ce qui la drive au quotidien, où là, on va se baser sur deux grandes théories influentes. La première, c'est les théories liées au fit personne-environnement, et ensuite, ce qu'on appelle les théories de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui se basent sur des motivations intrinsèques. C'est-à-dire que cette théorie va nous dire que les gens sont intrinsèquement motivés et sont beaucoup moins motivés par des facteurs externes. Donc, c'est pour ça que nous aussi, chez Assessors, on a fait le choix de se recentrer vraiment sur des motivations intrinsèques. Donc, par exemple, le fait de créer une nouvelle chose, etc., plus que sur l'extrinsèque. Et la combinaison de ces trois facteurs, aujourd'hui, elle va nous permettre d'avoir une vue précise sur ce qu'on appelle du coup le capital psychologique et donc sur qui les personnes sont réellement et ce qu'elles vont faire mieux que les autres. Donc vraiment important de repartir sur cette première base, puisqu'aujourd'hui, en basant les IA sur ce type de données comportementales, on arrive à avoir des systèmes qui sont beaucoup plus prédictifs de ce qu'on cherche à prédire, et je vais venir juste après, et aussi des modèles qui sont beaucoup moins discriminants. Baser les systèmes d'IA sur ces données, ça va nous permettre d'anticiper et de prédire plusieurs choses sur une personne dans un contexte professionnel et de recrutement. J'en ai choisi trois essentielles, puisqu'aujourd'hui, c'est celles qu'on est en mesure, on va dire, d'anticiper avec le plus de validité ou en tout cas de précision. Et je les ai regroupées sous une règle que j'appelle la règle des 3 C. Première chose, ça va être les capacités, c'est-à-dire est-ce que la personne dispose des bons comportements pour réussir et s'épanouir sur le job. Deuxième petit C, ça va être la coopération, c'est-à-dire qu'au-delà de réussir sur le job, est-ce que c'est une personne qui va réussir à travailler, à produire et à interagir avec ses collègues, puisqu'on peut très bien être un très bon data scientist dans n'importe quoi chez Auchan en France et être un très mauvais data scientist dans un cabinet conseil en Suisse, par exemple. Et le dernier C, ça va être les aspects de coaching, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne qui va être réceptive au style de leadership de son ou sa future manager. Donc vraiment, ces trois notions, capacité, coopération, coaching, ça va nous permettre vraiment d'anticiper la capacité d'intégration globale de la personne sur un poste et dans une entreprise. Et aujourd'hui, c'est du coup trois niveaux d'information qu'on est en mesure d'anticiper en couplant sciences comportementales et intelligence artificielle. Si on s'intéresse à l'aspect capacité, comment ça se passe concrètement? Donc, je vous montre un peu comment ça se passe chez Assessors. Après, je vous expliquerai aussi un peu plus le process en détail. Donc, imaginons que vous recrutiez pour un poste de sales, par exemple, on va dire. Voilà ce que le système, en gros, va vous demander. Première étape, ça va être d'identifier un groupe de collaborateurs chez vous qui fait déjà ce job et pour lesquels vous avez des données de personnalité, de motivation raisonnables.
C'est-à-dire que là, par exemple, les personnes qu'on voit à l'écran, Solène, Emma, Simon, c'est des gens qui ont passé les questions assesseurs et des gens pour qui on a des informations sur ces trois éléments. Deuxième étape, ça va être d'évaluer la performance de ses collaborateurs. Donc, en termes de performance économique, donc performance économique, ça va être plus les aspects de rendement de production, et plus un indicateur de performance sociale, c'est-à-dire est-ce qu'en termes de qualité de vie, est-ce qu'en termes d'attitude, c'est une personne qui est alignée et qui est performante. Et une fois que vous aurez simplement fait ça, différents algorithmes qui sont basés sur des régressions, ce qu'on appelle des régressions linéaires multiples ou des régressions logistiques en fonction de la donnée, vont tourner et croiser les deux sources d'information. Donc, qui vont croiser les sources d'information capital psychologique et performance. C'est-à-dire que le système va analyser l'évolution de la performance en fonction d'un trait de personnalité. Et en fait, il va projeter l'ensemble des membres de l'échantillon dans cet espace et croiser, en fait, dessiner plutôt la ligne de régression qui va nous permettre de déterminer si ce trait de personnalité est explicatif ou non de la performance. Donc, par exemple, là, pour un trait de personnalité qui serait explicatif, on va avoir ce genre de ligne de régression, donc qui monte vraiment continuellement, alors que s'il n'y avait vraiment aucun lien entre les deux, on aurait une ligne plate et qui nous dirait que c'est pas parce que le score sur le trait de personnalité augmente que la performance augmente. Donc vraiment, c'est vraiment tout ce jeu on va dire de régression multiple qui va se jouer en arrière de ce qui se passe et de ce qu'on ne voit pas. Donc, quand on voit vraiment ce petit truc qui tourne, c'est tout ce qui se passe dans l'application au niveau des calculs. Et derrière, ce que ça va nous sortir, hop, je repasse les petites animations, désolé. Ce que ça va nous sortir, une fois que les calculs sont finis, c'est un modèle, ce qu'on appelle un modèle prédictif, qui va inclure les traits de personnalité, les comportements et aussi les dimensions de motivation qui expliquent la réussite sur le poste. Par exemple, dans l'échantillon que j'ai utilisé ici, la réussite des gens va s'expliquer par le fait d'aller au-delà des tâches prescrites, de faire preuve d'inventivité, d'être plutôt direct dans son discours, plutôt que trop policé et diplomate. Donc, au final, une démarche d'analyse qui est hyper objective, qui permet en quelques secondes et sur des larges volumes surtout de comprendre les clés de la réussite et de l'épanouissement sur un poste. Et une fois que vous avez ce modèle, ce qui va être intéressant, c'est de l'utiliser pour le recrutement et de comparer le profil des candidats que vous allez rencontrer pour anticiper leur potentiel sur le job. Pour ça, on va faire passer des questions de personnalité, de motivation et de raisonnement. Et une fois que le candidat ou la candidate aura complété les questionnaires, d'autres algorithmes, on va dire, vont générer un indicateur d'adéquation de 0 à 100%. Donc vraiment, c'est des algorithmes qui vont venir analyser s'il y a des décalages entre l'attente qui est dans le modèle et le profil réel de la personne. Donc, par exemple, ici, Valentine, on peut voir qu'elle a un potentiel, on va dire, assez moyen sur le job. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que c'est un métier où elle pourrait potentiellement réussir avec 72% d'adéquation, mais c'est un métier qui ne va pas forcément susciter son engagement et sur lequel elle va s'épanouir. Donc, typiquement, une personne qui pourrait être en situation de turnover sur le court ou moyen terme, car ses motivations sont très peu alignées par rapport à celles qui déterminent et font l'épanouissement sur le job. Ce qui va être aussi intéressant, et ça, encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est d'aller creuser en détail pour comprendre le score. Et cette notion d'explicabilité des algorithmes, elle est hyper importante pour promouvoir l'adhésion à la solution et la compréhension des scores. On a d'ailleurs pas mal d'études, notamment une qu'on va présenter au prochain congrès européen de psychologie, qui montre qu'en apportant cet éclairage sur l'explication du score, donc pourquoi ce score, ça permet vraiment une montée en compétence des utilisateurs et une meilleure utilisation des recommandations côté recruteur et aussi une meilleure adhésion côté candidat. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est là-dessus qu'on se base aussi chez Assessor, c'est que dans tout changement, que ce soit des changements organisationnels, l'intégration des l'IA dans les process RH, et dans les process RH, pardon, chaque personne va passer par cette phase de préoccupation. Donc, d'abord, des préoccupations qui sont centrées sur elle-même, ensuite sur le sérieux de l'outil, sur les résultats, etc. Et en répondant au final de manière progressive à chacun de ces niveaux de préoccupation, c'est là que vous allez réussir. Nous aussi, on va réussir à provoquer cette adhésion et cette acceptation de l'outil. Donc, si ça vous intéresse de creuser ce côté explicabilité et changement, je vous invite à lire les recherches de Céline Bareil aux HEC Montréal qui propose des études passionnantes sur le sujet. Du coup, si je reprends le process,
comment ça va se passer au final? C'est-à-dire qu'on va évaluer le capital psychologique des candidats, on va comparer leur profil au modèle prédictif qui a été créé, et de là, on va sortir une prédiction de réussite et d'épanouissement sur le poste. Le recruteur reste bien sûr maître de la décision, c'est-à-dire que le système va faire une recommandation, mais en aucun cas il va prendre une décision quant aux suites à donner sur une candidature. Ce qui va être intéressant, c'est que une fois que vous aurez recruté des candidats, qui viendront donc des collaborateurs, le système va aussi pouvoir continuer à apprendre. C'est-à-dire que si vous recrutez un candidat et que 6 mois après, la personne est plus dans la société à cause on va dire, d'un manque de performance ou un manque d'investissement, ou inversement, la personne est très performante, vous allez pouvoir le dire au système et les modèles vont apprendre de leurs réussites, vont aussi apprendre de leurs échecs et vont constamment évoluer, vont devenir plus précis. Et plus le système pourra apprendre, plus le modèle sera fiable, stable et surtout pertinent. Et donc là, on va être sur justement ce que j'expliquais juste avant, cette phase d'optimisation continue qui va se dérouler au final dès que vous aurez recruté le ou la première candidate grâce au système. Cette méthode, au final, même si elle peut paraître simple, et j'espère qu'elle vous paraît simple et que ça démystifie un peu ce côté IA qui est inaccessible, etc. Aujourd'hui, elle permet, si on reprend l'ensemble de nos études clients, de recruter des collaborateurs qui vont être en moyenne 30% plus performants, de diviser le turnover par 2 et surtout d'avoir beaucoup plus de diversité dans les profils recrutés. J'en prends pour exemple une étude que j'ai conduite et qui va être publiée dans les prochains mois. Et qui montre que les algorithmes que je vous ai présentés vont recommander, par exemple, des hommes et des femmes dans des proportions équivalentes, avec ce qu'on appelle un mean weighted impact ratio de 0,99, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 50% d'hommes et 50% de femmes qui postulent chez un poste chez vous, les algorithmes vont vous recommander 50% d'hommes et 50% de femmes. Si vous avez 90% de femmes qui postulent et 10% d'hommes, en sortie du système, vous aurez 90% de femmes et 10% d'hommes. Donc ça, c'est vraiment une étude qui a un gros impact chez nous et qui a, on va dire, le mérite de montrer que quand on base les systèmes d'IA sur les bonnes données, donc des données qui, on va dire, qui sont en quelque sorte aveugles à cette notion de genre, mais on pourrait aussi faire l'exercice avec d'autres variables potentiellement discriminantes. En se basant sur les bonnes données, on arrive à construire des IA qui sont pleinement équitables pour tous. Bien sûr, et comme je t'expliquais en introduction, avoir une forte probabilité de réussite, oui, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir un fit avec l'équipe avec laquelle on va travailler. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui, on est en mesure de prédire à partir des données comportementales. On a récemment, du coup, mené une étude avec des chercheurs à l'université de Pace, à New York, qui montre en fait l'existence dans des équipes de ce qu'on appelle des lignes de fracture en termes de personnalité. Des lignes de fracture, c'est quoi? Déjà, c'est une théorie de base, c'est-à-dire que c'est une théorie qui explique comment la combinaison de certains attributs dans une équipe va influencer son fonctionnement. Donc, grosso modo, des lignes de fracture, ça va être des déséquilibres, des similarités ou des différences tellement fortes sur certains traits entre les collaborateurs qu'elles vont avoir un impact positif ou négatif d'ailleurs, sur 4 niveaux de résultats. Donc, 4 niveaux de résultats qui sont basés sur les recherches de Savoie et Baudin à Montréal. Donc, des impacts négatifs sur la qualité de vie dans le groupe, des impacts négatifs sur le rendement, sur aussi la légitimité de l'équipe et sur sa pérennité. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas travailler ensemble à long terme. Et donc, mieux comprendre comment le groupe va fonctionner, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on est en mesure de le faire à 2 niveaux. Déjà sur des groupes, on va dire, très larges, en identifiant les réseaux de relations qui ont le plus de chances de dessiner dans des groupes de collaborateurs, avec par exemple ici sur cet exemple, les personnes qui sont en tout petit autour du graphe que vous pouvez voir un peu tout autour, qui vont constituer ces lignes de fracture en fait, donc des personnes qui ont de fortes chances de se sentir davantage isolées du groupe, d'avoir des relations, on va dire, davantage conflictuelles avec les autres et qui sont susceptibles à terme d'être en situation de turnover ou en tout cas de limiter l'équipe. On peut aussi prédire l'intégration et l'importance d'un profil dans un réseau d'affinités grâce à différents indicateurs. Donc, par exemple, son nombre de connexions dans le groupe, sa centralité aussi dans le groupe, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne
qui va avoir cette capacité, on va dire, en termes de comportement, de connecter différentes personnes entre elles, ou encore d'identifier, on va dire, ses meilleurs accès à une personne. Donc, par exemple, dans l'exemple à l'écran, si David veut atteindre Colm, qui bosse aussi chez Assessors, bah, bien sûr, il peut le faire en direct, mais il sera encore plus efficace et il aura plus d'impact en passant par Lamina, puisque c'est une personne qui peut créer de la synergie entre David et Colm, et donc en fait agir sous forme, on va dire, sous forme de pont, ou en tout cas via transitivité. On peut aussi anticiper l'affinité naturelle, donc exemple de tout contexte historique entre deux personnes uniques, pas sur notre son groupe, mais entre deux personnes. Donc là, j'ai repris l'exemple entre Mélina et moi, donc un match assez fort, qui nous renseigne au final sur une bonne capacité à travailler ensemble et à évoluer ensemble au quotidien. Un score qui est basé sur en fait l'étude de l'alignement ou non de nos comportements spécifiques. Donc, comme par exemple, est-ce qu'on est aligné sur le fait de penser en dehors du cadre, la manière dont chacun de nous deux, donc Mélina et moi, on va gérer le changement, comment on va planifier l'activité, etc. Et donc vraiment différents types de comportements dans lesquels on va aller chercher des points de similarité ou des points de complémentarité pour expliquer ce qui pourrait être conflictuel dans la relation si les deux personnes sont amenées à travailler ensemble. Dernier point, c'est aussi important au-delà de la capacité à réussir sur le job et de la capacité à collaborer avec les autres, c'est aussi important de valider le fit avec le manager. Est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui anticiper la satisfaction qu'une personne va tirer de son ou sa future manager? Est-ce qu'on peut anticiper ce côté, est-ce que mon manager va me permettre d'exploiter mon plein potentiel sur base des comportements naturels? C'est quelque chose qu'on a étudié et qu'on a déterminé dans une autre étude qui a été publiée cette année lors des dernières conférences internationales de psychologie et de personnalité, en montrant que justement, il y avait des spécificités de combinaison de profils comportementaux entre un collaborateur et un manager qui allaient faire qu'un collaborateur allait être davantage satisfait et exprimer son plein potentiel. Donc, par exemple, vous voyez sur la satisfaction avec la création d'un algorithme qui a aujourd'hui qui me permet de générer un score d'adéquation entre le manager et le collaborateur qui corrèle à 0,42 avec la satisfaction et à 0,38 avec ce côté exprimer mon potentiel. Donc, un algorithme aujourd'hui qui nous permet de quantifier le fit entre un candidat et un collaborateur, un collaborateur pardon, et son manager. Donc, par exemple, ici, un fit de 5 sur 5 entre Mélina et moi, ce qui devrait contribuer du coup à sa satisfaction si j'étais son manager. Et bien sûr, toujours en donnant ce côté explication sur les résultats, en précisant par exemple quel type de management la personne va rechercher et quel type de management elle sera plus réceptive, et aussi à quel point le manager répond à cette attente dans son style personnel, ou encore en donnant des insights assez précis sur le type de tâche à confier à cette personne, comment la faire adhérer à un projet, ou encore comment reconnaître son travail. Donc au final, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir de cette partie, c'est que les sciences comportementales et l'intelligence artificielle, grâce à des choses qui restent simples à l'heure actuelle, nous permettent d'anticiper de manière fiable le fit d'une personne au niveau de ses capacités naturelles à faire le job, de sa capacité à collaborer avec ses futurs collègues, mais aussi de son fit avec son ou sa future manager. La dernière grande question, et ça va me permettre aussi de conclure avant les questions, c'est est-ce qu'on pourra faire plus demain et aller encore plus loin? Est-ce qu'au final, on a des nouveaux moyens d'évaluer la personnalité et d'anticiper un fit avec un job grâce au nouveau modèle d'intelligence artificielle? La réponse aujourd'hui, c'est clairement oui. Et chez Assessors, on va notamment s'intéresser à deux grands sujets. Premier sujet, ça va être l'analyse vidéo. Et je pense que quand Stéphanie parlait des sociétés qui sont prometteuses aussi aux États-Unis, il y en a beaucoup de ce type avec qui on travaille aussi, notamment HireVue. Donc, l'analyse vidéo qui va permettre d'extraire de nouvelles données non structurées, notamment du matériel verbal ou des comportements non verbaux. Donc là, c'est vraiment un type d'analyse qui est prometteur et qui est basé sur le postulat que les mots, le langage qu'on utilise au quotidien nous permet d'en comprendre davantage sur la personnalité d'une personne. Et ça, c'est quelque chose qui est depuis longtemps démontré par la littérature scientifique. C'est juste qu'à aujourd'hui, il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas les moyens de l'analyser à large échelle et sur des volumes de données très importants. Le problème avec l'analyse vidéo, et
et c'est pour ça qu'à mon niveau, pour l'instant, je suis encore assez sceptique sur ces analyses, c'est qu'on oublie souvent que les modèles d'IA actuels, et notamment les modèles de NLP, donc Natural Language Processing, donc vraiment les modèles de NLP, c'est ce qui va nous permettre de faire une analyse sémantique. Quand ils vont traduire le matériel verbal en texte, ils vont perdre à peu près, ce que nous montrent les études, c'est qu'ils vont perdre à peu près 20% de l'information. Ce qui va au final considérablement réduire la valeur qu'on va en tirer. Et deuxième chose, c'est que les comportements non verbaux, c'est des choses qui vont apporter peu d'informations, peu de validité incrémentale en plus, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous donner d'informations en plus que ce que le langage nous a déjà donné. Et deuxièmement, c'est aussi des choses qui restent à l'heure actuelle fortement influencées par l'environnement dans lequel la vidéo est faite. Et je vous ai repris des petits exemples avec un nouvel outil qui s'est lancé il y a pas longtemps, qui propose d'évaluer la personnalité sur la base de la vidéo ou de la morphologie du visage sur les expressions, et qui montre que, vous voyez, vous prenez la photo, vous avez un état des lieux de votre personnalité, et derrière, juste en changeant la luminosité, vous allez voir vos scores qui vont considérablement changer sur les 5 domaines du Big Five. Et donc là, vous voyez, en rajoutant 20 points de luminosité, j'ai perdu à peu près 15% à peu près sur tous les domaines du Big Five. Et on a aussi d'autres exemples. Ça, c'est un exemple qui avait été utilisé par des journalistes en Allemagne il y a 2 ou 3 ans de mémoire, qui ont montré que juste porter des lunettes, en fait, ça allait augmenter les scores de conscienciosité, ou le fait d'avoir un cadre de fond qui va diminuer les scores de neuroticisme ou augmenter l'ouverture intellectuelle, puisqu'au final, dans ces algorithmes, le tableau va être identifié comme quelque chose qui témoigne d'un intérêt artistique, d'une sensibilité à l'esthétisme. Donc, au final, les scores sur cette sphère d'ouverture intellectuelle vont être considérablement boostés, sans qu'au final, ça ait un lien avec le candidat lui-même et ce qu'il raconte dans son entretien. Donc, au final, une méthode où il y a quand même du potentiel, il y a des choses vraiment intéressantes qui commencent à se faire et qui sont de plus en plus, on va dire, de plus en plus sérieuses. Mais pour l'instant, rien qui est réellement démontré scientifiquement, ou en tout cas à travers des études en contexte professionnel sur du recrutement. Ce à quoi je crois beaucoup plus de mon côté, ça va être l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser ce qu'on appelle les digital footprints. Donc vraiment toutes les traces que les gens vont utiliser dans les outils qu'ils utilisent. Et là, on a beaucoup plus d'études qui ont démontré une capacité à mesurer les Big Five à travers les données Facebook. Donc, par exemple, les pages que vous likez, les likes que vous mettez sur des posts, grâce aussi aux données Instagram, LinkedIn, Slack ou Spotify. Et le gros avantage par rapport à la vidéo, c'est que là, on va aller étudier et analyser des textes, du verbal, de la sémantique. Sauf que là, quand on n'est pas sur du verbal, on est vraiment sur du texte écrit, on perd beaucoup moins d'informations et on a beaucoup plus d'informations à traiter et c'est beaucoup plus précis. Ce qui va être intéressant du coup sur ces modèles-ci, maintenant qu'on sait qu'on a des modèles d'IA qui permettent d'évaluer la personnalité grâce à ces outils, c'est de creuser un peu plus pour essayer de comprendre quelle information sur un profil, que ça soit sur LinkedIn ou autre, va nous permettre d'expliquer la personnalité. Et là, à ce titre, on a mené une étude chez Assess First au début de l'été, en tout cas, qui a été publiée au début de l'été, et qui montre que juste sur LinkedIn, votre nombre de followers, donc vraiment le petit indicateur métrique que vous avez tout en haut de votre profil, pouvait prédire 2 choses. Il pouvait prédire les scores sur certaines facettes d'extraversion, c'est-à-dire que les gens qui avaient des scores forts en extraversion, sur ce côté spontanéité, aller spontanément vers les autres, avaient beaucoup plus de relations, et les scores aussi sur des facettes de conscienciosité, notamment celles qui sont liées à la sphère achievement. Et là, pareil, en travaillant avec d'autres chercheurs et en s'intéressant à la littérature scientifique sur le sujet, on a pu expliquer cet effet par le fait que les gens qui sont fortement orientés sur l'achievement, c'est des gens qui vont mettre beaucoup plus d'intensité dans leur recherche d'emploi, ou en tout cas dans leur utilisation des réseaux sociaux, et qui nous permettaient d'expliquer que du coup, on retrouvait ce lien entre nombre de relations et score sur les facettes d'achievement. Donc, par exemple, persévérer face aux obstacles et aller au-delà du prescrit. Donc, au final, ça, c'est des choses qui sont encore, on va dire, assez lointaines, mais qui commencent à se penser dès aujourd'hui et qui seront peut-être industrialisées peut-être dans 2 ou 5 ans, mais qui constituent, selon moi, une grande part de l'avenir des sciences comportementales appliquées au recrutement.
Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé déjà et que vous avez des questions.